Pour ce sujet, je me limite à un constat historique et philosophique de la caricature, le tout accompagné par une multitude de citations d'auteurs. Mais avant d'aborder cela, il convient d'évoquer en premier lieu la satire, un genre principalement littéraire dont la caricature en est l'image. La satire en littérature est un écrit ou un discours où on tourne les vis sous les travers de quelqu'un ou de quelque chose en ridicule. En ce sens, Saint-Évréme ajouta que le but de la satire est de corriger les hommes en décriant les vices et les rendant ridicules. On peut alors évoquer Saint-Lambert, qui disait que les moralistes font la satire de l'homme, et non son histoire. Voltaire mit en évidence ce caractère piquant et gai de la satire, tandis que Molière affirmait que les mœurs sont son principal gibier. La satire aurait pour origine la Rome antique, où on trouva des vers latins et des comédies satiriques. D'ailleurs, le terme satire vient du latin satura. On dit que le poète Ennius fut à l'origine de l'invention de la satire. Celui-ci s'attaquait au travers de son temps et était animé d'une volonté d'instruire et de corriger. En cette période, la satire était une coutume si bien ancrée qu'elle devint presque obligatoire. Lorsque Jules César revenait triomphant à Rome, on scandait dans les rues « Gens de la ville, gardez bien vos femmes, nous avons amené le galant chauve !» Cet esprit se retrouva aussi en Grèce. À Sparte, il était coutume au dessert qu'un jeune homme débita nombre de quolibets contre quelqu'un sans que celui-ci ne doive réagir ou se fâcher. Ce n'est pas drôle! Fatality. Et au fait de certaines divinités, il était autorisé de se moquer des dieux et de les tourner en ridicule. Et les dieux, bon enfant, ne se fâchaient point. L'esprit satirique se perpétua dans le temps. Pour la France, cet esprit prit forme dans les fabliaux et les contes dès le XIIIe siècle avec Rutebeuf qui écrivit des pamphlets contre les moines, mendiants et le pape. À sa suite, on a Ronsard et Du Bellay pour le XVIe, Voltaire pour le XVIIIe et Victor Hugo pour le XIXe, dont les châtiments étaient contre le Second Empire. Ce point fait, abordons la caricature. Il s'agit d'un portrait chargé ou contrefait, avec ou sans intention. La notion d'exagération est très présente pour ce terme. On distingue deux types de caricatures. L'une, fruit de l'amusement de l'artiste, se limite à accentuer et exagérer les défauts physiques. L'autre représente une personne ou un groupe sous un aspect ridicule et s'attaque à leur vice. Théophile Gautier dira que « une caricature, pour être bonne, doit contenir les traits réels du modèle, déviés et accentués dans le sens ridicule, mais facile à reconnaître ». Mais pour ces deux types, le but essentiel de la caricature est d'amuser le spectateur aux dépens de ceux qu'elle met en scène. On retrouve la caricature depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on a l'exemple du roman de Renard ou des songes drôlatiques attribués à Rabelais, qui est l'un des plus anciens recueils de gravures satiriques. Même De Vinci se prêta au jeu de caricature, mais ce jeu ne fut pas du goût de tout le monde. Louis XIV, Louis XV furent amplement caricaturés, et ils ordonnèrent à ce que les auteurs soient arrêtés. Au XIXe siècle, on vit l'apparition de la presse satirique avec le journal La Caricature et le Charivari. En ce siècle, on représentait le roi Louis-Philippe avec une poire en guise de tête. On arrêta l'auteur, Honoré Daumier, et lors du procès, celui-ci montra en dessin l'évolution de sa caricature, partant de la tête du roi et arrivant au résultat de poire. Ce simple dessin lui fit gagner le procès. Mais outre ces problèmes d'ego, les caricatures ont le rôle redoutable de refléter les révolutions et de les préparer. Champfleury écrivit « Quelques-uns trouvent la caricature violente, injuste, taquine, turbulente, passionnée, menaçante, cruelle, impitoyable. Elle représente la foule. Et comme la caricature n'est significative qu'aux époques de révolte et d'insurrection, s'imagine-t-on dans ces moments une foule tranquille, raisonnable, juste, équitable, modérée, douce et froide. Cette juste observation prend appui sur les divers conflits politiques ou de mœurs qui éclatèrent dans l'histoire. La réforme qui opposa les protestants aux catholiques, la Ligue qui chassa Henri III du trône, la Révolution de 1789 et la Révolution de 1848, on peut ajouter une phrase de M. Véron. Parfois, la pointe d'un crayon a tenu plus sûrement un coupable en respect que le canon d'un fusil qui l'aurait couché en joue. En guise de conclusion, j'évoquerai Jules Janin. Sous certains rapports, la caricature et la satire se ressemblent beaucoup. Toutefois, on peut dire que l'une rit et fait rire, pendant que l'autre frappe et déchire. Innocent ou coupable, ami ou ennemi, qu'importe la caricature. Elle va ça et là, par saut et par bond. Elle frappe à droite, elle frappe à gauche. Elle mord, elle égratigne. Elle est cruelle, elle est venimeuse. Entrez au salon de peinture. Regardez bien tous ces bourgeois qui étalent leur croix d'honneur, toutes ces femmes qui montrent leurs mérinos rouges et leurs robes de velours noir. Ne sont-ce pas là de véritables caricatures, aussi loin de la vérité que de la vraisemblance? D'où je conclus encore que la caricature est partout, qu'elle est inattaquable, qu'elle échappe à tous les murmures, à toutes les clameurs, à tous les supplices, à tous les procès.